Imaginez un futur où l'achat d'un nouveau Boeing ou Airbus coûte soudainement des dizaines de millions de dollars de plus aux compagnies aériennes américaines. Où les compagnies aériennes retardent l'achat de nouveaux avions et où les travailleurs de la chaîne de montage de Boeing à Everett ou de Gulfstream à Savannah sont licenciés car les avions qu'ils fabriquent ne sont plus compétitifs face à leurs concurrents fabriqués à l'étranger, en France, au Brésil et même en Chine. Cela semble un peu dramatique? Eh bien, cela pourrait déjà être en train de se produire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans les effets complexes et potentiellement dévastateurs que les droits de douane, spécifiquement ceux annoncés récemment par les États-Unis, pourraient avoir sur la fabrication mondiale d'avions. Je vais examiner comment les droits de douane affectent un avion comme le Boeing 787, ce qu'il signifie pour les centaines d'entreprises de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale et comment ces barrières commerciales pourraient finir par remodeler toute l'industrie. Avant de poursuivre, je tiens à clarifier un point. J'essaie toujours d'éviter la politique sur mes chaînes, mais ces droits de douane américains annoncés et leurs effets sont objectivement la plus grande menace pour le secteur de l'aviation en ce moment. Et cela signifie que simplement ignorer cette histoire parce qu'elle est sensible serait tout simplement lâche et faux. Alors, pourquoi les droits de douane sont-ils une telle menace ? Eh bien, c'est parce que la fabrication d'avions n'est pas seulement mondiale, c'est probablement le processus industriel le plus global qui existe. S'il y a bien une industrie qui ne dépend pas seulement du commerce mondial, mais qui le définit, c'est assurément l'aviation. Et les droits de douane ne se mélangent pas très bien dans ce genre de complexité. Chaque avion de ligne commerciale moderne est le fruit d'une collaboration entre des dizaines de pays différents. Donc, même si l'assemblage final a lieu aux États-Unis, les pièces, matériaux et systèmes qui permettent à cet avion de voler proviennent du monde entier. Vous vous rappelez de l'explosion du bouchon de porte du 737 MAX 9 l'an dernier? Eh bien, cette porte a par exemple été fabriquée par Spirit Aerosystems en Malaisie, puis installée au Kansas avant que le fuselage ne soit expédié à Renton, dans l'État de Washington. Évidemment, cela marche aussi dans le sens inverse. La section centrale du fuselage de l'Airbus A350 est fabriquée en Caroline du Nord, puis expédiée en France, où elle est assemblée. Les avions modernes sont vraiment des machines mondiales, donc essayer d'en construire un entièrement à l'intérieur des frontières d'un seul pays, quel qu'il soit, est presque impossible. Maintenant, avant de nous plonger trop profondément dans ce sujet, nous devons également comprendre exactement ce qu'est un tarif et comment il affecte le prix que vous payez pour monter dans un avion. Bien sûr, je suis pilote et non économiste, donc cela va évidemment être un peu simplifié. La façon la plus simple de le voir est qu'un tarif est une taxe sur un bien qui entre dans un pays. Les tarifs sont en réalité une vieille idée qui remonte à la cité-État d'Athènes dans la Grèce antique, qui imposait une taxe de 2% sur tous les grains et marchandises entrant par le port du Pirée. À partir du XVe siècle, les droits de douane tels que nous les connaissons aujourd'hui sont apparus pour la première fois au Royaume-Uni lorsque la couronne les a émis pour encourager la fabrication locale de textiles. Et cela a établi le précédent des droits de douane comme moyen de protéger et d'encourager l'industrie locale, ce qui, soit dit en passant, peut être considéré comme un objectif raisonnable pour un gouvernement, n'importe quel gouvernement, à condition que la production locale soit réellement possible. Maintenant, un tarif moderne est essentiellement une taxe payée par la personne ou l'entreprise qui achète un bien à un autre pays, qui est ensuite payée au gouvernement par cet importateur une fois qu'il arrive dans le pays. Il est donc très important de souligner que ce n'est pas le pays d'origine qui paie cela, c'est le client. Et souvent, le prix du tarif est ensuite inclus dans le prix global de l'objet. Parfois, un produit fini est couvert par un seul tarif lorsqu'il arrive dans un pays, comme le prix 25% plus élevé que vous pourriez avoir à payer pour les cadeaux de Noël de l'année prochaine. Mais parfois, les pièces sont chacune facturées individuellement avant l'assemblage final du produit fini. Commencez-vous à voir un problème ici? Oui, un tarif sur chaque pièce s'ajoute au coût total de l'avion qui doit ensuite être payé par quelqu'un. Et évidemment, les avions sont constitués de millions de composants différents, mais il ne s'agit pas seulement de l'approvisionnement mondial en pièces. Il y a aussi la question de changer un réseau logistique soigneusement chorégraphié. Les composants du moteur peuvent être acheminés par avion cargo et installés dès le lendemain, et le train d'atterrissage peut être assemblé au Canada, testé, puis expédié à l'installation américaine juste à temps pour respecter les calendriers de production.
Depuis des décennies, des fabricants comme Boeing et Airbus, ainsi que les constructeurs automobiles avant eux, ont mis en œuvre quelque chose appelé logistique juste à temps pour éviter d'avoir des stocks de pièces, ce qui augmente les coûts. Et tout retard dans cette chaîne risque de paralyser toute l'opération, ce que les droits de douane feront inévitablement. Vous vous souvenez probablement comment les pénuries dans les chaînes d'approvisionnement dues à la pandémie de Covid-19 ont eu d'énormes effets en chaîne sur la production d'avions et de la plupart des autres choses. Et si vous le faites, vous comprenez à quel point ces processus peuvent être délicats. Ajoutez à cela la réalité des matériaux de qualité aérospatiale comme le titane, les alliages d'aluminium à haute résistance, les composites de fibres de carbone dont beaucoup sont extraits, traités ou raffinés à l'étranger et vous êtes confronté au fait que ces matériaux ne sont pas toujours disponibles en quantité ou en qualité suffisante uniquement à partir de sources américaines. Et ceux qui le sont peuvent ne pas être disponibles au bon prix ou avec les bonnes spécifications. Et bien sûr, il y a les machines-outils de précision utilisées pour la fabrication aéronautique. Ces dispositifs complexes, qui sont utilisés pour des opérations comme le pressage de pièces métalliques, la fabrication de fibres de carbone et la formation de métal pour les pales de turbofan, sont parfois eux-mêmes importés ou fabriqués à partir de pièces importées. Ainsi, le commerce mondial n'est pas seulement une commodité dans l'aviation, c'est en fait une nécessité. Maintenant, les droits de douane sont censés protéger la fabrication nationale, mais dans l'aérospatiale, ils peuvent en fait finir par faire exactement le contraire. Ainsi, en raison de l'interconnexion mondiale de la fabrication d'avions, les droits de douane punissent souvent les entreprises qu'ils sont censés protéger. Et puis, il y a la question des futurs avions entièrement neufs et comment ces droits de douane pourraient les affecter, ce à quoi je vais m'attaquer dans une seconde. Les jets Boeing sont vendus dans presque tous les pays du monde. Et en fait, Boeing est le plus grand exportateur aux États-Unis, en termes de valeur en dollars. Leurs commandes internationales auprès des compagnies aériennes sont évaluées en milliards de dollars et sont parfois même négociées par des dirigeants gouvernementaux tels que des présidents ou des premiers ministres. Mais les droits de douane de rétorsion d'autres pays peuvent mettre fin à la possibilité que ces ventes internationales aillent à Boeing. Si Boeing ne peut pas vendre ses avions en Chine, par exemple, ou en Afrique, ou en Europe, ou si elle ne peut pas se permettre d'acheter des pièces cruciales à l'étranger, alors elle devra réduire sa production, tout en commençant enfin à résoudre ses autres problèmes, et peut-être même en cherchant à augmenter le rythme de production de ses 737 MAX. En résumé, le manque de ventes à l'étranger entraîne des licenciements, non pas en Chine, mais au Kansas, en Caroline du Sud et dans l'État de Washington. Il en va évidemment de même pour Gulfstream, Spirit AeroSystems, Honeywell et des dizaines de petits fournisseurs qui dépendent à la fois de matériaux étrangers et des marchés d'exportation internationaux, ainsi que des sous-traitants et des sous-sous-traitants en dessous d'eux qui fabriquent tous les petits composants. Ils seront tous contraints soit d'augmenter fortement leur prix, soit de procéder à des réductions massives et à des suppressions d'emplois afin de tenter de survivre à la chute imminente de la demande. De plus, il y a également des préoccupations contractuelles à considérer. Un très gros problème dans l'industrie aujourd'hui sont les délais de livraison ridiculement longs pour les avions. Si vous, par exemple, achetez un nouvel Airbus A320neo aujourd'hui, vous risquez de ne le recevoir que vers 2032. Mais comme les compagnies aériennes paient la majeure partie de leur prix au moment de la livraison, une entreprise comme Boeing pourrait être contrainte de construire un avion à un coût bien plus élevé que celui auquel ils ont accepté de le vendre en raison des coûts modifiés qui se produisent entre la commande et la livraison. Et les droits de douane sur les pièces importées que Boeing ne connaissait évidemment pas lorsque toutes ces commandes en attente sont arrivées sont un exemple de ces coûts modifiés, même si je pense personnellement que ce problème particulier aurait pu être inclus comme une possibilité dans plus de contrats d'achat. Maintenant, il est évident que tenter de répondre à ces droits de douane en construisant de nouvelles installations, en changeant de fournisseur et en reformant les travailleurs finira par coûter des milliards. Et c'est de l'argent qui ne sera donc pas dépensé en recherche et développement de nouveaux produits ou de meilleurs systèmes de sécurité aérienne.
Ces coûts supplémentaires ébranleraient même une entreprise financièrement saine, mais ils pourraient potentiellement être un coup dur pour une entreprise comme Boeing qui est déjà sous une pression financière considérable, comme je l'ai discuté dans plusieurs de mes vidéos précédentes sur cette chaîne. Une autre chose à prendre en compte lorsque nous parlons de droits de douane, c'est que les cycles de conception d'avions sont assez longs. Si Boeing envisageait de développer un nouvel avion, il ne volerait probablement pas avant au moins le milieu des années 30, et il n'entrerait probablement pas réellement en service avant la fin de cette décennie. Et si ces incertitudes tarifaires persistent à ce moment-là et que les clients n'ont pas la confiance pour passer des commandes de lancement, ce développement pourrait être encore plus retardé ou ne pas avoir lieu du tout. Et le résultat de cela ? Eh bien, moins de jets construits en Amérique, moins d'influence américaine dans l'aviation et moins de résilience économique pour l'industrie du pays. Donc particulièrement préjudiciable et, à mon avis du moins, complètement inutile. Et puis il y a Airbus. Oui, bien sûr, Airbus est une entreprise européenne qui construit la plupart de ses avions là-bas et sera donc affectée par les droits de douane proposés à travers le Conseil. Mais qu'en est-il de ces usines américaines ? Vous voyez, Airbus assemble en réalité les Airbus A321 et Airbus A221 à Mobile, en Alabama, principalement pour ses clients américains. Cette usine emploie des milliers de travailleurs américains. Mais même si l'assemblage final a lieu là-bas, les avions dépendent toujours d'une chaîne d'approvisionnement mondiale. Les ailes de ces avions sont fabriquées au Royaume-Uni. L'avionique est produite aux États-Unis, en France ou en Allemagne. Les moteurs CFM sont une co-entreprise à parts égales entre General Electric, États-Unis, et Safran, France. Mais même les moteurs tout américains Pratt & Whitney dépendent de pièces de MTU, qui est un fabricant de moteurs à réaction allemand. Ces droits de douane affecteront donc presque autant les Airbus fabriqués en Amérique que les avions assemblés en Europe. Et cela n'affecte pas seulement les gros avions de ligne. Gulfstream, le fabricant américain de jets d'affaires basé à Savannah, en Géorgie, se procure également des pièces du monde entier. Et bien sûr, une part significative de sa production est ensuite finalement destinée au marché étranger. Il n'y a donc essentiellement aucun moyen de dissocier la fabrication d'un avion d'un marché mondial d'approvisionnement incroyablement complexe. Et tout cela devient bien pire lorsque nous parlons d'un jet vraiment moderne comme le Boeing 787 par exemple. Cet avion est actuellement le jet long courrier phare de Boeing, du moins jusqu'à ce que le 777X entre en service, et c'est une véritable merveille d'ingénierie et aussi un symbole de la mondialisation. Lorsqu'il a été conçu, la méthode de fabrication mondiale était aussi révolutionnaire que sa cellule en matériaux composites et son absence de système d'air de purge moteur. Le plan était que Boeing ne serait responsable que de son assemblage final, avec de nombreuses aérostructures et autres pièces expédiées de partout dans le monde. Et cela signifiait évidemment aussi que sa production est assez vulnérable à tout type de perturbations. Voici quelques exemples de ce qui compose un Boeing 787 typique. La section du nez, fabriquée à partir de matériaux composites importés, provient de Spirit AeroSystems à Wichita, Kansas. Au Japon, Mitsubishi fabrique la majeure partie de l'aile, tandis que Kawasaki produit de plus petites parties de l'aile ainsi que certaines sections du fuselage. Le stabilisateur horizontal provient de Leonardo en Italie, qui fabrique également le fuselage central, et les moteurs proviennent soit de Rolls-Royce au Royaume-Uni, soit de General Electric aux États-Unis. Les avioniques sont fabriqués par Honeywell, États-Unis, Thales, France et d'autres, et les winglets par KAA, Corée. Les portes de la soute sont fabriquées par Saab dans mon pays d'origine, la Suède, et les composants du train d'atterrissage sont fabriqués au Japon, au Royaume-Uni et en France, et cela continue encore et encore comme ça. Maintenant, imaginez simplement que chacune de ces pièces importées avait une taxe de 10 ou 25% sur elle, ou si des droits de douane de rétorsion rendaient plus difficile pour Boeing d'exporter des jets vers la Chine ou l'Europe. Les calculs financiers deviennent alors douloureux et même impossibles très rapidement. Il y a aussi un risque que ces coûts ne puissent pas être absorbés sans sacrifier la qualité. Ils sont plutôt répercutés tout au long de la chaîne, rendant les avions plus coûteux à construire qu'à acheter, et le prix de ces pièces ne concerne pas seulement les matières premières dont elles sont faites. Il doit aussi inclure le coût de leur certification et de la surveillance de leur conformité aux règles de sécurité.
Chaque composant majeur repose sur des partenariats multinationaux, donc changer de fournisseur n'est pas une question de passer un coup de téléphone ou de mettre en place une nouvelle usine. Au lieu de cela, il s'agit de dépôts réglementaires, de recertification et de calendriers de développement sur plusieurs années. Maintenant, la réponse à cela pourrait être « rassemblez tout et construisez tout ici à la place ». Et encore une fois, c'est un objectif raisonnable pour tous les gouvernements du monde entier. Mais à cause de ce que je viens de dire, ce n'est pas si réaliste. Même si Boeing ou Airbus voulaient remplacer chaque fournisseur étranger par une entreprise nationale, ils ne pourraient tout simplement pas le faire du jour au lendemain. Pas même s'ils avaient 5 ans ou même plus pour le faire. Pourquoi donc? Les avions ne sont pas comme les chaussures ou les t-shirts. Ils nécessitent des années de conception, de prototypage et surtout de certification. Chaque pièce fournisseur sur un avion doit répondre à des normes de navigabilité strictes et être approuvée par les régulateurs de l'aviation, ce qui signifie que les exigences imposées aux fournisseurs sont extrêmement élevées. Vous ne pouvez donc pas simplement échanger un panneau d'aile fabriqué au Japon contre un fabriqué au Texas. Pour ce faire, vous devriez d'abord le redessiner, le retester, puis le faire certifier, ce qui prendra évidemment des années et des millions de dollars à réaliser. Si vous multipliez ensuite cela pour chaque pièce, le coût de cette opération devient rapidement astronomique. Et c'est seulement s'il existe réellement un fournisseur local disponible. Vous voyez, les fournisseurs investissent lourdement dans des outils spécialisés et des processus de production qui ne sont pas facilement duplicables. L'avionique est un excellent exemple de cela. Ils sont normalement constitués de composants électroniques très spécifiques et délicats, dont beaucoup n'existent que dans une poignée d'usines dans le monde. Vous vous souvenez des pénuries de puces pendant le Covid-19 qui ont affecté tout, des consoles de jeux portables aux voitures? Cela s'est produit car la plupart des puces haut de gamme mondiales sont fabriquées par une seule entreprise taïwanaise, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Les États-Unis ont essayé de reproduire cette capacité, mais l'usine qu'ils construisent en Arizona n'est toujours pas achevée, et cela 5 ans après le coup de Covid. Et puis il y a le problème de la main-d'œuvre. Même si les États-Unis construisaient ces usines, qui les ferait ensuite fonctionner? Comme Boeing l'a découvert lors de la récente crise de production, même la formation d'une nouvelle main-d'œuvre aérospatiale dans une usine existante peut être assez difficile. Et une fois formée, cette main-d'œuvre n'est pas très bon marché. L'une des raisons de la dernière grève chez Boeing était que certains de leurs travailleurs voulaient, et à mon avis avaient vraiment besoin de salaires plus élevés, mais cela signifie aussi un prix de vente plus élevé, des composants qu'ils fabriquent. Donc avec tout cela à l'esprit, les droits de douane destinés à créer des emplois pourraient ironiquement faire monter les coûts si haut qu'ils détruisent au lieu de cela le besoin de ces emplois en premier lieu. Au-delà de cela, beaucoup des fournisseurs de Boeing fonctionnent déjà à la limite de la rentabilité en raison des années de réduction des coûts et de pression de la part de l'entreprise. Donc, s'ils perdent des affaires à cause des droits de douane ou des restrictions commerciales en représailles, beaucoup pourraient tout simplement fermer, ce qui réduirait de manière permanente la base de fournisseurs et rendrait la reprise encore plus difficile. Mais après avoir dit tout cela, je suppose que pour la majorité, cela peut encore être un peu ardu à saisir complètement. Il pourrait donc être utile de simuler ce que ces droits de douane pourraient faire avec le temps s'ils sont laissés là où ils se trouvent actuellement. Durant les 90 premiers jours, comme vu précédemment, même la menace de droits de douane a déclenché un début de panique générale. Les matières premières deviennent plus chères, les fournisseurs augmentent les prix, certains acheteurs essaient d'accélérer les livraisons de jets avant les dates limites des droits de douane sur Boeing et Airbus qui tentent de faire pression pour des exemptions. Pendant ce temps, les petits fournisseurs sont immédiatement touchés. Ils n'ont pas le flux de trésorerie pour absorber les droits de douane et beaucoup sont contractuellement obligés à une tarification fixe. Ils doivent donc soit assumer le coût eux-mêmes, soit risquer de faire faillite. Beaucoup d'entre eux pourraient ne pas survivre au premier mois et certains pourraient tout simplement commencer à refuser de vendre à des entreprises américaines. Cela a en fait déjà commencé avec Howmet basé à Pittsburgh qui a annoncé qu'ils arrêteraient tous les envois américains en utilisant la clause de force majeure dans leur contrat, citant des forces hors de leur contrôle.
Les loueurs d'avions et les clients de jets d'affaires auraient également précipité les livraisons pour éviter les risques de droits de douane, et Airbus a déjà annoncé qu'il donnerait la priorité à la livraison de leurs avions à des clients en dehors des États-Unis et que les compagnies aériennes américaines pourraient donc s'attendre à voir des livraisons retardées. Ce n'est donc pas génial, mais allons encore plus loin et parlons de ce à quoi cela pourrait ressembler dans un an. Alors que les droits de douane se stabilisent, les dommages qu'ils causent s'étendront. Boeing et Airbus réévaluent leur chaîne d'approvisionnement et la base de coûts de Boeing augmentera. Et c'est particulièrement vrai pour les gros porteurs comme le Boeing 787, le rendant moins compétitif par rapport aux équivalents d'Airbus. Airbus pourrait rediriger les livraisons hors des États-Unis pour éviter les problèmes tarifaires, et il y a aussi la Chine à considérer. La Chine a déjà menacé d'imposer un tarif de 34% sur les avions américains. Et bien qu'il n'ait pas entièrement mis en œuvre ce taux, le message politique est assez clair. Si les tensions augmentent, Boeing pourrait être effectivement coupé de son marché de croissance le plus important, tout comme cela a été le cas lors des tensions sous le précédent gouvernement Trump. Avec le temps, cela ouvre la porte à Comac, le constructeur de jets domestiques chinois, et plus les jets Boeing deviennent chers, plus les compagnies aériennes chinoises ont intérêt à acheter des alternatives locales ou simplement à passer à Airbus. Airbus pourrait profiter de cette opportunité pour accroître ses investissements en Asie. Avec une grande ligne d'assemblage finale à Tianjin, en Chine, et des liens de plus en plus étroits avec l'Inde, Airbus pourrait renforcer sa position en tant qu'alternative mondiale à Boeing, en particulier dans les pays touchés par les droits de douane. Maintenant, ayant vu cela, sautons vraiment dans la machine à remonter le temps et imaginons ce système dans 10 ans si ces droits de douane restent en place ou même s'aggravent. Dans ce scénario, le duopole Boeing-Airbus tel qu'on le connaît pourrait s'effondrer complètement. Angus Kelly, qui est le président directeur général d'AerCap, le plus grand bailleur de fonds du monde, a déclaré qu'il croyait que ces droits de douane réduiraient Boeing à devenir exclusivement une marque domestique, laissant Airbus dominer l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Comac, en Chine, pourrait alors devenir un concurrent sérieux, surtout s'ils continuent à localiser leur chaîne d'approvisionnement pour éviter les dépendances étrangères. Et ils pourraient également se positionner efficacement pour se faire une bonne alternative pour les marchés africains en croissance. Et puis, bien sûr, nous avons Embraer, dont nous avons déjà parlé comme d'un acteur majeur à venir, et il pourrait finalement se lancer et commencer à fabriquer des avions de ligne plus grands et entrer de manière substantielle sur de nouveaux marchés en tant qu'alternative à Boeing et comme une diversification loin d'Airbus et de Comac. Dans ce monde, les fabricants délocaliseront probablement la production dans plusieurs régions, non pour l'efficacité, mais pour éviter les droits de douane. Et cela augmentera les coûts, ralentira l'innovation et réduira effectivement l'ensemble du marché. Les États-Unis, autrefois leaders des exportations aérospatiales, pourraient se retrouver coupés de leurs principaux acheteurs, ce qui signifierait moins d'avions construits, moins d'exportations et moins d'emplois américains. Et Airbus, qui a longtemps travaillé en étroite collaboration avec des entreprises d'ingénierie et des fournisseurs américains, pourrait plutôt développer de nouvelles relations avec des fournisseurs en Chine, au Vietnam et au Japon. Même les petites entreprises américaines subiront probablement la pression. Des entreprises fabriquant des pièces pour Embraer ou Airbus risquent de perdre ce marché au profit de concurrents européens ou asiatiques capables de produire dans des zones exemptes de droits de douane. Les chaînes d'approvisionnement nationales et régionales remplaceront les chaînes mondiales, les avions deviendront plus chers, l'innovation ralentira et la main-d'œuvre sera plus vulnérable aux risques géopolitiques. Comme vous pouvez le voir, l'aviation n'est pas seulement une industrie d'ingénierie. C'est un système économique et politique mondial, et ces droits de douane proposés n'existent pas seulement dans un vide. Ce sont des coups d'échec où chaque action d'un pays provoque une réponse des autres, et ils créent de l'incertitude et obligent les entreprises à prendre des décisions difficiles sur où construire, quoi acheter et qui embaucher, en gros, sans raison valable. Et ayant dit cela, je n'ai même pas commencé à parler des compagnies aériennes ici, ou comment tous ces changements affecteront probablement vous en tant que passager. Mais ce sera un sujet pour une autre vidéo sur laquelle nous travaillons actuellement. Et si vous êtes un membre, vous pourrez le voir avant tout le monde. Utilisez donc ce code QR et allez jeter un œil. Personnellement, j'espère que rien de tout cela ne se réalisera et que cette vidéo vieillira très mal. Mais je pense qu'il serait irresponsable d'ignorer ce que ces changements pourraient vraiment signifier.
Il s'avère qu'il n'y a vraiment pas de solution rapide et facile aux problèmes compliqués. Qui l'aurait deviné? Pensez-vous que les droits de douane aideraient ou nuiraient aux travailleurs américains de l'aérospatiale? Devrions-nous payer plus pour protéger la fabrication nationale? Ou le système est-il simplement trop mondialisé pour que cela fonctionne réellement? Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Pour aller plus loin, rejoignez notre Patreon et posez-moi vos questions lors de notre prochain live. Je suis Peter Ehrenfeld de Montour Now. Passez une excellente journée et à bientôt. Au revoir.